Jeanne de la boutique Laine Soupe Mouton à Brossard. Je suis toute seule aujourd'hui. Daniel avait quelque chose d'autre de prévu, alors on lui souhaite une bonne journée. Mais ça me fait plaisir quand même de vous présenter la 4e capsule. Jane here to present capsule number 4. First thing on the agenda, première chose aujourd'hui. Jeanne, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Merci André. Alors, je continue à tricoter le châle Mountain Reflection que je vous avais déjà présenté. Et maintenant, j'ai terminé la partie du haut et je commence la partie ici avec le motif en point de mosaïque. Alors, comme je vous avais déjà mentionné, point mosaïque, c'est quand même assez simple. On prend 2 couleurs différentes et puis on fait un aller-retour avec une couleur à la fois. Alors, ça a l'air compliqué parce qu'on voit le beau motif qui se présente sur le projet, sauf qu'on tricote avec juste une couleur à la fois. En fait, sur le patron de mosaïque, souvent ce qu'ils vont faire, je ne sais pas si tu vois bien André, ils vont présenter ici à gauche une petite boîte à l'extérieur du patron. Cette petite boîte-là nous indique la couleur avec laquelle on va tricoter. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, la première petite boîte, elle est grise. Alors, moi, je prends ma couleur la plus foncée et je fais mon rang au complet avec cette couleur-là. Après ça, je vais revenir. Quand je vais me rendre au prochain rang, la petite boîte est blanche. Je prends mon fil plus pâle et je reviens, je tricote et je glisse des mailles et je suis mon patron. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a vraiment des belles choses là, qui sont faites avec la mosaïque. Ça fait vraiment des très beaux, des beaux patrons de disponibles. C'est très populaire. Alors, ça, c'était pour qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles. Je voulais aussi vous parler de mon châle parce que des fois, on a des questions sur les châles qu'on porte. Aujourd'hui, je porte mon châle Rosa de Isabelle Kramer. C'est un grand châle confortable, un peu plus sport. On en a un en exposition à la boutique que André a tricoté en brun avec du off-white et rose. Il est magnifique. Alors, j'ai décidé de m'en faire un aussi. Et aujourd'hui, je le porte avec une petite attache en cuir. En anglais, on appelle ça un shawl cuff. Alors, on a un artiste local qui en fabrique pour nous maintenant. On en a une dizaine ou une douzaine en magasin et on va en avoir d'autres. C'est tout simplement un anneau en cuir avec une attache en bouton pression. On a 3 ou 4 couleurs. Et puis, il y a un beau fini dessus. C'est tout ciré, teint, vernis. Alors, vraiment, c'est un beau produit. Alors, je suis fière de porter mon attache. La deuxième rubrique, qui est astuces et techniques. Vas-y, mon ami. Astuces et techniques. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce que j'ai dans mon sac de tricot. Mon sac de tricot, à moi, c'est un gros sac LL Bean, ça fait des années que je traîne. On a des très beaux sacs aussi en magasin, en paille, qu'on présente avec des différentes choses dessus, différents motifs dessus. Et dans mon gros sac, j'ai des petites choses. J'ai un petit coffre. On en a en magasin ici, des petits coffres comme ça. Peut-être vous vous demandez à quoi ça sert. Avec le temps, on accumule toutes sortes de petites bébelles. On aime ça, les tricoteuses. Alors, dans ce petit coffre-là, on peut mettre nos marqueurs, différentes grandeurs de marqueurs. Il y en a qui sont plus fins, il y en a qui sont plus gros. Il y en a qui s'ouvrent ici, on appelle ça nos petits cadenas, qui s'ouvrent, qu'on puisse les enlever et les attacher. On peut même rentrer une paire de petites aiguilles. On peut rentrer les petits embouts en caoutchouc qu'on met sur la pointe de nos aiguilles pour les protéger, pour ne pas qu'on perde nos mailles. Les petits ciseaux. Toutes sortes de petites choses. Moi, dans le mien, j'ai aussi, pour mes aiguilles, quand on rentre nos fils, j'ai pris un petit étui à mine, à pousse-mine vide, puis que j'ai rentré mes aiguilles là-dedans pour pas que je les perde. Alors ça, c'est peut-être une petite astuce que je trouvais intéressante. J'ai de la soie dentaire, important de se garder les dents propres. Et non, c'est pour filer nos perles quand on fait de la dentelle avec des petites perles, on utilise la soie dentaire. Alors j'ai toujours un petit paquet de soie dentaire dans mon petit coffre. J'ai toujours du fil aussi, parce que des fois, il faut mettre des choses en attente, ou des fois, c'est un fil quand même assez robuste, un fil à boutons. J'ai toujours mon petit fil. J'ai toujours mes crayons surligneurs. Always use your highlighters to indicate the sizes on your patterns. Je les utilise pour indiquer les grandeurs dans mon patron avant de commencer à tricoter. On se fait une photocopie
Et puis, ça nous aide beaucoup. Là, on n'a pas toujours à chercher des fois. Surtout aujourd'hui, là, les patrons sont très accessibles à tout le monde. Alors, ils vont aller de extra small à 5X large quand on a 25 grandeurs, mais c'est très pratique de mettre une petite trace de surligneur dessus. Qu'est-ce que j'ai? Ben, c'est sûr que j'ai toujours un crayon et une efface. Je me mets toujours des petits post-it dans mon étui. Alors, les post-it, ça sert à coller sur ma page quand j'utilise un patron, puis je le déplace comme ça d'une ligne à l'autre pour savoir où je suis rendue. Super pratique. Bien sûr, un ruban à mesurer pour mesurer notre chandail pour voir si on est vraiment dans les bonnes dimensions avec le patron. Ou pour mesurer notre échantillon, une petite règle ou un outil qui est conçu pour mesurer les échantillons qu'on pose sur notre tricot. Super important. Justement, ici, j'ai un petit étui qu'on vend en boutique qui est vraiment cute, qui a un petit motif de tricot à l'intérieur. Alors, tout ça, là, ça rentre dans une petite pochette. J'ai aussi un outil pour compter les rangs. On a 3 ou 4 modèles en magasin. J'ai ma petite balance pour peser quand je veux savoir s'il me reste assez de laine pour finir mon projet, par exemple. Si je sais que ça prend 45 grammes pour faire un bas, par exemple, et là, je peux venir peser ma balle pour dire « Ah, je suis correct, il m'en reste 52, je peux continuer mon projet. » Ou des fois, quand je veux commencer un nouveau projet, je peux aller dans mon stash et puis je peux aller voir qu'est-ce qu'il me reste dans mon stash. « Ah, il me reste une petite balle, j'ai combien de lait là-dessus? Ah, j'ai 75 grammes. Là, je fais ma règle de 3. Si je sais qu'il y a 400 mètres dans 100 grammes, bien là, je vais savoir qu'il me reste, mettons, 300 mètres. Je suis capable de faire mon projet ou non, ou je peux le jumeler avec autre chose. La petite balance est vraiment le fun. Ça fonctionne très bien. J'ai ma petite aiguille à torsade, my little cable needle, always handy. J'ai ma petite aiguille pour garder mes mailles en attente. Ça aussi, il y a différents formats. J'ai un crochet pour ramasser mes mailles. Celui-là est assez gros, mais c'est pour vous le montrer. Ça aussi, il y a différents formats qui se vendent. Moi, j'ai mes outils, j'ai mes kits d'aiguilles Xiaogu parce que je tricote beaucoup, j'ai besoin de toutes mes grandeurs. Alors, j'ai mes petits outils qui viennent avec. Je les garde à part parce qu'il y en met toujours quelques-unes dans chaque petit étui. Moi, je les mets tout ensemble dans une enveloppe. Comme ça, je sais qu'ils sont tous ensemble à la même place. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose, André? Non, ça a l'air beau. Ça a l'air assez complet, hein? Ah oui, une petite chose, ma préférée, j'avais mis de côté. Je suis allée au magasin du dollar, puis j'ai acheté des petites attaches à cheveux pour bébé. Vraiment les tout petites. C'est des petites pinces qui s'ouvrent comme ça, puis on met ça dans les cheveux, on glisse, un petit peu comme une petite barrette qu'on glisse puis qu'on pèse dessus, c'est en métal. Je ne sais pas si on voit bien. Ça sert à quand on a terminé une balle, puis il reste toujours un fil qui part, puis on essaie de l'enrouler, puis de l'attacher, puis de le rentrer. Mais je prends ma petite attache, puis je l'attache comme ça. Puis je mets ça après dans mon stash. When you're putting your yarn away so you don't lose the end and it doesn't become unraveled everywhere, I use little tiny baby hair clips. They really hold well. So I've always got half a dozen of those in my little case also. Ça, c'est super pratique. Comme je vous dis, ça coûte pas cher. Ça vient du magasin du dollar. Aussi, ben, celles qui n'ont pas les étuis complets d'aiguilles, on vend des petits kits aussi. J'ai mon kit que j'avais avant de m'équiper avec mes aiguilles Xiaogu, là, que je traîne encore avec moi, avec toutes mes aiguilles circulaires, parce que des fois, on a des grandeurs qu'on ne trouve pas dans nos kits. Alors, j'ai toujours ça. Et bien sûr, j'ai toujours mon petit livre. Ça, je dis toujours à mes nouvelles tricoteuses, achetez-vous un beau petit cahier. Dans votre petit cahier, vous pouvez mettre les projets qui sont en cours. It's great to have a little knitting book with us because in that we can note all our projects. You can separate it into sections with little post-it notes, and you can have a section, new patterns that I've heard about that maybe one day I want to make. You can have a section, what I've made, who I made it for, and the dates, and a section, what I'm working on at the moment. So I usually put the date of the project that I'm starting, the yarn that I'm using, the name of the pattern, and sometimes you need to count rows, or sometimes you may make an adjustment. You may say, this measures 50 centimeters. Oh, I would prefer if it measured 56. I'm going to cast on a few extra stitches and modify my pattern. All that will be written in my book. Toutes les modifications qu'on fait à notre patron, mais je les garde en note parce qu'un jour, si on veut refaire le même patron,
mais on a toutes nos petites notes. Puis à la fin aussi, quand on remplit notre cahier, maintenant on peut écrire la date, mettons du mois de juin 2012 jusqu'au mois de février 2022. Bien, j'ai 10 ans de tricot dans mon petit cahier, puis on les accumule, puis ça nous fait des souvenirs de tricot et des aides-mémoires aussi. Alors, je pense que c'était ça pour ma section astuces et techniques pour aujourd'hui. La prochaine section, c'est la section préférée à Daniel, mais Daniel n'est pas là aujourd'hui. Fait que c'est André qui va nous la présenter. Alors, c'est la section découverte. Alors, on est dans la section découverte de notre capsule numéro 4. Comme on le disait, en l'absence de Daniel, moi, je voulais vous parler juste comme ça pour vous faire réaliser comment il y a de sortes de familles de moutons. Ici, en boutique, on a une affiche qui nous représente les moutons anglais. Beaucoup savez déjà, quand on vous dit du mérino, bien, vous savez que c'est un mouton. Un mouton qui a de sa laine et de qualité, est très douce. Et, bon, voilà. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Des familles de moutons anglais. Alors, voyez-vous, on a le Dorset, on a le Lincoln, on a le Leicester Longwood. Il y en a plein de sortes de moutons. Alors, c'est intéressant. Si vous faites une petite recherche sur l'Internet, vous allez voir comment il y a de moutons à travers le monde. Alors, quand on parle de laine, on parle de moutons. On a aussi qu'il y a des alpacas, il y a des lamas avec lesquels on fait des fibres pour tricoter. On a du coton, forcément, de la soie avec les vers à soie. Il y a des chèvres pour le mohair. Il y a les lapins pour l'angora. Quoique l'angora, on en prend de moins en moins, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses sur la technique pour récolter l'angora. Certains pays étaient un petit peu difficiles, avaient des techniques un petit peu discutables. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que ici, juste en boutique, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 40 juste d'illustrés ici. Mais à travers le monde, il y en a peut-être 200 sortes de moutons. Alors, puis chacun ont leur propriété, voilà. Donc, c'est ça, des Shetland. Hein, on entend souvent ça, des Shetland. D'ailleurs, c'est comme dans toutes les races d'animaux, les chevaux, tout ça, il y a toujours beaucoup de familles. Ça, c'était la petite portion découverte que je voulais vous montrer. Les sortes de moutons, mais c'est juste un bref aperçu. Voilà! Alors, pour conclure notre petite capsule numéro 4, je vous laisse au bon soin de Jeanne avec cette petite pensée. Alors, je vais lire encore un petit extrait du petit livre Keep Calm and Cast On. En fait, ce petit livre-là, c'est un livre que Danielle avait ramassé quand elle était en Écosse, à Édimbourg. Elle a fait des beaux voyages de tricot, notre belle Danielle. Alors ici, c'est une enseignante de tricot, a knitting teacher and a writer, Renee Blixt, qui écrit en anglais. Knitting too has been around for thousands of years and, like yoga, has recently seen a boom. Why do people compare the two? There are several reasons that are usually cited. Similar to yoga, knitting forces those who practice it to slow down, to take a breath from the rush of everyday tasks, to look at the parts that make the whole, and to expand themselves both mentally and physically. Alors, une belle pensée, c'est vrai, comme le yoga, le tricot, ça nous amène à ralentir, à prendre les choses une à la fois, une maille à la fois. Et je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye tout le monde.